Bienvenue à notre premier webinaire qui se déroule pendant la pandémie, pendant le COVID-19. L'objectif de notre webinaire aujourd'hui, c'est justement de traiter des différentes mesures qui ont été adoptées par le fédéral, par le provincial, et qui ont pour but justement d'aider les entreprises ici au Québec, et notamment les filiales. Donc, on va vous expliquer un peu avec nos partenaires de PwC comment ces mesures peuvent impacter les filiales ici dans le Grand Montréal. Donc, j'ai avec moi Daniel Lamarre, qui est le premier directeur dans l'équipe services fiscaux, donc incitatifs gouvernementaux. J'ai Pierre-Olivier Paquette aussi, qui est directeur, toujours dans la même équipe, services fiscaux, incitatifs gouvernementaux. Et j'ai bien évidemment l'inévitable Julien Lassonde, qui est associé, leader de l'équipe pour les incitatifs gouvernementaux, qui vont vous présenter les principales mesures. On va prendre des questions après, donc la présentation va durer à peu près une quarantaine de minutes. Et puis ensuite, on va prendre vos questions. Bien évidemment, on n'aura pas le temps de traiter toutes les questions. Puis il y a probablement des questions qui sont assez pointues auxquelles on n'aura pas nécessairement les réponses, mais essentiellement, on répondra à vos questions du mieux qu'on peut pour le contenu de la présentation. Donc, Julien, c'est à toi, je te passe le ballon. Merci beaucoup, Alexandre. Puis merci beaucoup à Montréal International pour nous accueillir aujourd'hui dans ce webinaire sur les programmes financiers qui ont été mis en place pour répondre à la crise de la COVID-19, pardon. Puis c'est toujours fort agréable de collaborer avec vous pour travailler les enjeux, particulièrement celui-ci. Juste pour valider la technologie, je change une slide. J'ose espérer que tout le monde puisse voir l'évolution des slides lorsque je clique sur les boutons. Et en fait, pour commencer, comme vous le savez très bien, on vit actuellement une situation qui est sans précédent, tant d'un point de vue économique que d'un point de vue santé publique. Donc, même à distance, j'espère que vous allez tous bien, que vos familles se portent bien. Aujourd'hui, tous les Québécois sont touchés de près ou de loin par la crise. Donc, nos pensées sont avec vous, particulièrement avec tous ceux qui sont touchés par la maladie ou par des difficultés financières. On pense également à tous ceux qui s'activent au quotidien à offrir des services essentiels. Les Québécois ont toujours été retenus pour leur entraide, puis cette épreuve-là ne fait pas exception. Tout le monde fait sa part pour réduire la propagation du virus, met l'épaule à la roue pour passer à travers la crise. On peut tous être très fiers de ça. La situation de la COVID-19 évolue très rapidement au Québec. De quelques dizaines de cas, il y a une semaine, on a franchi depuis quelques jours la barre du millier de cas. Le gouvernement québécois a mis en place beaucoup de mesures pour contenir la contagion, puis surtout pour s'assurer que les infrastructures hospitalières puissent soutenir la demande de soins. Après avoir invité les Québécois à privilégier le télétravail, le gouvernement, il y a quelques jours, a indiqué que toutes les entreprises non essentielles devaient fermer leurs portes jusqu'au 13 avril. Donc, c'est clair que chaque jour apporte son lot de nouvelles, son lot d'annonces, de mesures de la part des différents paliers de gouvernement. Donc, on comprend évidemment que ça crée une incertitude puis que c'est difficile d'y voir clair. Surtout quand vous devez probablement jongler en plus avec la gestion familiale, comme c'est le cas ici chez moi. Puis, ne soyez pas surpris si vous voyez un enfant arriver en arrière en courant derrière moi. Durant la présentation, c'est normal. Je tente de contenir, mais quand même. Tant professionnellement que personnellement, donc, on doit tous s'ajuster. Au cours des derniers jours, mes collègues et moi, on a eu de très, très nombreuses conversations avec la plupart de nos clients qui doivent faire face à cette situation-là. Donc, c'est du jamais vécu, évidemment. Nos associés et nos professionnels de PwC sont en contact avec le milieu des affaires, évidemment, très, très constamment. Puis ici, notre objectif, c'est ensemble de soutenir les entreprises québécoises pour leur permettre de faire face à la vague et de s'outiller, de les guider, mais aussi de les écouter. Donc, juste un instant, je vérifie. Je ne peux plus voir les slides. Ah, attendez. Oui. Je mentionnais
justement, pour tenter d'aider les entreprises, on a entre autres développé un outil, le navigateur COVID-19, qui est disponible sur notre site Web. C'est un outil qui peut aider. Ça vise à vous permettre de faire votre auto-évaluation, d'obtenir un diagnostic de l'impact potentiel de la COVID-19 sur votre entreprise, puis d'évaluer votre disposition à réagir. Au fil des discussions qu'on a avec les entreprises, les entrepreneurs, investisseurs institutionnels aussi, on était en mesure d'avoir une idée assez précise des enjeux qu'ils vivent. C'est une chose qui est certaine, c'est qu'on comprend que vous souhaitez être rassuré, mais surtout outillé pour les étapes à venir, puis ce qui va vous permettre de passer au travers de la crise, puis également d'en ressortir plus fort. En fait, les principales préoccupations qu'on a pu constater dans nos conversations, ce sont liées à 6 aspects prioritaires qui sont, comme vous pouvez l'imaginer, un peu la main-d'œuvre, la gestion de la crise, les opérations puis la chaîne d'approvisionnement, l'information financière, bien évidemment, les taxes, les impôts et le commerce, la planification puis les projections financières. Notre objectif ici est de vous fournir toute l'information nécessaire afin de vous permettre de vous adapter rapidement à cette nouvelle normalité. Avec notre réseau mondial, en fait, on a de la chance de travailler en étroite collaboration aussi avec des organisations. Par exemple, on a bonifié notre expertise grâce à la collaboration avec des entreprises, des gouvernements, des législateurs, des ONG, des organisations internationales dans le cadre d'autres épidémies dans le passé qui ont eu au cours des 10 dernières années et même plus. Là, on pense notamment à l'Ebola, au SRAS et à la grippe aviaire. Donc, ces expériences-là, puis le partage d'informations qu'on a eu entre les cabinets, de partout dans le monde, en fait, nous ont permis de bonifier très rapidement la connaissance de la crise COVID-19. Donc, je voulais juste en profiter pour proposer, en fait, une approche globale en situation de crise qui permet de comprendre, en fait, 3 phases qui sont mobilisées, stabilisées, puis élaborer des stratégies. Les entreprises qui sortent les plus fortes d'une crise sont celles qui vont pouvoir progresser rapidement d'une phase de mobilisation à stabilisation, puis ensuite stratégie. Les entreprises qui sortiront le plus fort de cette crise aussi sont celles qui vont réussir à s'adapter puis à se transformer en fonction des nouvelles réalités économiques, sociales qui sont amenées par la crise. Le cadre d'intervention que je propose là, ici, c'est une approche qui est adaptée aux différentes vagues auxquelles vous allez certainement faire face. À la phase mobilisation, on vise à se concentrer sur nos gens, leur sécurité, leur main-d'œuvre, à avoir un plan continu de continuité des activités. Puis c'est à ce moment-là qu'il va falloir développer une stratégie de communication qui est particulièrement importante. C'est critique la communication durant cette période, alors que tout le monde navigue en quelque sorte dans l'inconnu. Donc, adopter un leadership calme, rassureur, rassembleur, c'est certainement une des clés pour calmer et rassurer vos employés qui voient leur quotidien complètement bousculé. La deuxième étape, la stabilisation, va vous permettre d'examiner les impacts de la crise à court et à moyen terme, à long terme aussi, sur vos clients et vos fournisseurs. C'est ça qui vous permettra de prendre des décisions éclairées. C'est aussi le moment de réévaluer les projections financières, les liquidités, fonds de roulement, mais surtout de se pencher sur les possibilités de transformer le modèle d'affaires, puis qui pourrait vous permettre d'avoir une longueur d'avance dans le marché puis d'en sortir plus fort. Par exemple, on pense aux entreprises qui vont pouvoir trouver des fournisseurs alternatifs qui vont permettre d'affronter les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement pour pouvoir maintenir fidélité des clients puis maintenir du même coup toutes leurs opérations puis assurer une reprise plus rapide des opérations normales une fois que la crise va être atténuée. Finalement, la dernière phase, celle de l'élaboration des stratégies, c'est celle qui va vous permettre de vous distinguer. Comment allez-vous rendre votre entreprise encore plus résiliente et agile en temps d'incertitude, en fait? L'idée, c'est pas juste de revenir au statu quo, mais de rendre l'entreprise meilleure qu'elle était avant la crise. Donc, j'espère que le webinaire d'aujourd'hui va pouvoir vous aider à mieux comprendre certains des outils qui sont à votre disposition, à y voir plus clair au niveau des actions à prendre à court terme pour franchir les différentes étapes en réponse à une crise.
Juste un changement. On va aller directement au vif du sujet, qui est les programmes d'aide financière qui sont mis en place par le gouvernement du Québec et du Canada. Bref, comment peut-on libérer tes liquidités? Les gouvernements des plusieurs pays ont réagi assez rapidement, comme je disais, pour annoncer des mesures financières, fiscales, d'urgence qui viennent supporter les entreprises et les employés aussi qui sont en difficulté. J'ai la chance de travailler en très étroite collaboration avec mes collègues qui sont leaders des pratiques d'incitatifs des autres pays dans le monde et on a décidé de centraliser l'information de tous ces pays-là, donc les informations spécifiques au programme liés à la crise COVID-19. On a recensé des programmes officiels dans près d'une centaine de pays. J'ai regardé ce matin, on en liste exactement 97 où il y a des programmes spécifiques COVID-19. Tout ça mis en place en 2 semaines, c'est vraiment du jamais vu. Au Canada, particulièrement au Québec, on peut se compter relativement chanceux d'avoir des gouvernements qui ont réagi aussi rapidement. À tous les paliers gouvernementaux, fédéral, provincial, même au municipal, comme on le voit ici, à Montréal et Québec participent à l'initiative avec leur propre programme. Puis même les plus petites municipalités, comme Louisville, par exemple, où notre collègue et co-présentateur, Daniel, est actuellement isolé avec nous. Donc, tout le monde y participe. Chaque palier de gouvernement a une liste de mesures qui permettent de répondre à des objectifs variés pour aider la cause. Donc, l'affaire, c'est qu'on se retrouve donc inondé devant une panoplie de programmes qui semblent s'adresser à des problématiques bien différentes sans nécessairement de points communs faciles à identifier. Donc, ça adresse des industries différentes, des problèmes différents avec des types de véhicules financiers différents, comme des prêts, des subventions, des rapports de versement, des mesures à l'emploi, etc. Donc, comment naviguer dans cette jungle d'incitatifs qui vient d'être instaurée? Puis ici, vous voyez plusieurs programmes, là, et dans les slides qui viennent, il va y avoir aussi d'autres programmes qui vont être listés, là, mais s'il vous plaît, ne prenez pas de notes. On va vous transmettre la présentation avec tout le détail après l'appel. Vous allez avoir tout ça. Dans le fond, pour simplifier, là, on constate que ça se regroupe par famille de programmes qui ont chacune leur vocation, qui présentent des caractéristiques communes qui se gèrent différemment dans le temps. Donc, je vous présente ici ces 3 grandes familles-là. La première, l'aide à l'emploi, qui vient aider évidemment les employés en arrêt ou en réduction de travail dû à la crise. On peut noter ensuite là-dedans, dans les mesures qui sont importantes dans cette catégorie, notamment, annonce ce matin, le gouvernement mentionne qu'il financera 75% du salaire des travailleurs vraiment des PME, subvention de 10% des salaires pendant 90 jours, qui est une autre mesure ici, là, jusqu'à 1 375 $ par employé, 25 000 par employeur, qui n'est par contre que disponible pour les PME, donc les entreprises qui sont admissibles à la DPE, la déduction pour petites entreprises. Autre mesure importante, la prestation canadienne d'urgence qui fournit 2 000 $ par employé par mois pour 4 mois, qui vient aider les employés qui se retrouvent dans un contexte arrêt de travail qui ne permettent pas naturellement l'assurance emploi, donc chômage standard ou donc les employés sont en quarantaine, par exemple, en garde d'enfants à la maison, n'ont pas accumulé assez de semaines pour le chômage ou tout ce qui est travailleur autonome. Aussi, il faut noter le programme Travail partagé qui permet de garder les employés sur la payroll là, pour qu'ils continuent à contribuer, mais avec un temps, une contribution qui est réduite. Donc, pour l'employé, une partie de son nouveau revenu va être fournie par l'entreprise pour le travail partiel qu'il accomplit, puis une autre partie va être fournie par l'employeur. C'est certainement plus facile de redémarrer ces opérations pour l'entreprise en restant ouvert à temps partiel, pas évident, mais ce programme-là peut permettre, dans certains cas, de pouvoir garder les employés puis de réduire son activité plutôt que de l'arrêter complètement. Donc, un outil qui peut être à considérer. Et puis, je note rapidement cette catégorie-là parce qu'on a beaucoup de demandes qui sont liées là-dessus. C'est un sujet de l'heure. On a une équipe là, qui fait juste ça à temps plein, mais ce n'est pas l'objectif direct de la rencontre puisqu'on vise plutôt les mesures qui sont directement dédiées aux entreprises. Donc, les 2 autres familles ici. La première qui est les prêts relais et reports de paiement variés. Donc, qui sont les aides qui dégagent des liquidités à court terme avec des prêts. C'est certainement un des volets les plus conséquents avec des montants importants d'aide qui sont accordés par le gouvernement du Canada puis du Québec
avec des outils type bridge, impôts reportés, moratoire sur les paiements à capital ou intérêt, garantie de prêt avec des banques privées, puis des banques gouvernementales, évidemment. Ici, c'est clair, il y a des actions immédiates à poser. C'est le plus urgent à traiter, parce que c'est un peu ce qui fournit de l'oxygène à court terme. Donc, on va entrer dans le détail tout à l'heure. C'est le début de la chaîne, puis il ne faut pas se planter ici. Ensuite, la troisième catégorie, les aides standards bonifiées. On retrouve là-dedans les programmes qui existent, là, et qui sont des subventions, crédits d'impôt, prêts spéciaux, mais qui ont été modifiés avec un volet COVID pour les bonifier pour les projets qui ont une contribution directe ou indirecte à la gestion de la crise. Cette catégorie-là, elle inclut aussi quelques programmes dédiés COVID, là, un peu moins nombreux, puis qui visent essentiellement des éléments ou des projets qui contribuent directement à sortir de la crise. Ensuite, évidemment, on ne les liste pas, mais il y a tous les programmes standards qui ne sont pas modifiés pour la COVID, mais qui peuvent aussi être très, très utiles pour fournir des sources de liquidité à court ou moyen terme. Et au Canada, on en regroupe une très, très grande quantité de ces incitatifs-là, qui ont été mis en place dans les dernières années. Puis, pour arriver à les traiter, on s'est doté, nous, à l'interne, d'une base de données qui nous permet de recenser les incitatifs existants fédéraux, municipaux, provinciaux. Là, pour le dire, on en compte plusieurs milliers. Donc, évidemment, ce n'est pas à oublier. Puis, il faut savoir que pour ceux qui ont la capacité de le faire, en fait, c'est certainement un bon moment d'investir, c'est sûr, d'appliquer aux programmes de subventions et autres, puisque actuellement, on a évidemment moins de compétition quand on applique. Le temps de traitement est souvent raccourci, puis il y a plus de volonté d'aider de la part des gouvernements à investir, à collaborer, à augmenter l'efficacité du traitement des dossiers. Évidemment, tout n'est pas facile. Je passe maintenant la parole à Daniel pour entrer dans les détails. Oui, merci beaucoup, Julien. Donc, ce tableau-là vous présente une série de mesures et d'idées qui sont liées au flux de trésorerie et aux besoins des entreprises qui traversent la crise au moment actuel, là, en général, pour pallier les besoins qui sont immédiats puis à plus long terme. Le tableau, en fait, l'objectif, c'était de créer, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est un tableau qui allait être utilisé, qui allait pouvoir être utilisé. Ça s'adresse vraiment aux besoins des entreprises. Ça ne couvre pas toutes les mesures qui ont été annoncées qui visent les particuliers ou les travailleurs, qui est un tout autre secteur là, d'intervention. Là. Donc, il y a des choses, oui, qui touchent, qui sont liées dans ce que Julien catégorisait tantôt dans les aides liées à l'emploi. On en a une en particulier qu'on va couvrir là-dedans, mais des mesures qui sont liées, par exemple, à l'assurance emploi ou les programmes de travail partagé, la subvention, la prestation canadienne d'urgence. On n'entrera pas dans le détail là-dessus. On va parler un peu de subvention salariale, mais pour les mesures liées plus spécifiquement aux particuliers, elles ne sont pas couvertes dans ce tableau-là. Les mesures qui sont couvertes sont celles qui visent vraiment les entreprises. Puis on a des mesures et on a des idées. En gros, essentiellement, dans le tableau, quand c'est en gras, c'est que c'est une annonce qui a été faite. Si c'est pas en gras, c'est une option qui est offerte. C'est une idée qui vous est offerte pour aider à passer à travers la crise. La structure du tableau étant plus on est à gauche et en bas, plus c'est des opérations ou des mesures ou des idées à long terme. Plus on s'en va vers en haut à droite, plus on est au niveau des idées avec effet immédiat, des idées ou des mesures avec effet immédiat et à valeur élevée. Prenez pas de notes encore une fois ici. Julien voulait pas que vous preniez de notes tantôt, prenez-en pas ici non plus. On va les regarder cadre par cadre, dans lesquels on va rentrer beaucoup plus, en fait, pas mal plus en détail. On a quand même un petit peu de temps là, pour le faire. On va passer en détail les mesures qui sont indiquées dans ces fameux tableaux-là. Mais là, c'est juste pour que vous allez avoir accès à la présentation. Vous allez avoir accès à cette information-là pour pouvoir vous y référer par la suite. Et j'ai vu une série de questions qui sont entrées déjà. Vous allez avoir des réponses au fur et à mesure qu'on avance à certaines de ces questions qui sont posées dans le cadre de la présentation. Mais c'est donc, voici comment c'est structuré. Voici l'idée derrière. Et voici l'état de la situation au moment où on a finalisé le tableau. OK? Donc, comme Julien le disait, comme Alexandre le disait, c'est des choses qui évoluent quotidiennement, mais on a eu des annonces qui sont faites, une annonce qui s'est faite ce matin encore, qui viendrait un peu jouer dans le tableau. Mais bon, c'est l'état de la situation, je vous dirais, au niveau du tableau en date du 26 mars, autour de 9h, 9h30 hier soir. Donc, il va falloir le remettre à jour encore aujourd'hui pour ajouter certains éléments qui ont fait l'objet d'annonces récentes. Donc, commençons avec la première. Vous comprendrez on va y aller en séquence chronologique. On va commencer avec les mesures et les idées qui sont liées qui sont d'effet immédiat avec la valeur aussi, potentiellement la valeur la plus élevée dans un contexte de besoin de liquidité ou de situation à court terme. Première, une annonce qui a été faite. On a une annonce du report du paiement des acomptes provisionnels et des impôts qui sont devenus
échus à compter du 18 mars jusqu'au 31 août, qui n'auront pas à être payés avant le 1er septembre. Donc, on a eu un report. Donc, il n'y a pas d'obligation fiscale à acquitter. Et ça, c'est bon pour le fédéral. J'ouvre une petite parenthèse ici. Okay? Ma spécialisation à moi, c'est vraiment beaucoup plus les mesures fiscalisées, les mesures fiscales, tandis que la spécialisation de mon collègue Pierre-Olivier est beaucoup plus dans les programmes de subvention, d'aide directe et autres programmes de financement. Donc, c'est comme ça qu'on s'est un peu partagé le travail. Vous allez voir qu'on va se passer la parole au fur et à mesure qu'on avance dans la présentation. Mais donc, on commence ici avec des mesures qui sont plus de nature fiscale. C'est pourquoi c'est moi qui vous parle en ce moment. Donc, on y va avec le rapport des paiements. Et un rapport de paiement d'acompte provisionnel et d'impôts payables. Vous l'avez probablement tous vu. Ça veut dire que pas de chèque à faire aux autorités fiscales ni au Québec, ni au fédéral, ni au Québec jusqu'au 1er septembre prochain, date à laquelle il va falloir faire rattraper le retard. Donc ça donne un allègement au niveau des liquidités. Dans la présentation sur le diapo, en fait, je vous inviterai à aller voir toute la troisième ligne. Et ça, c'est la première ligne, le report du paiement des acomptes et des impôts. C'est une annonce qui a été faite, qui a été accompagnée, vous avez peut-être vu passer ça aussi, ça c'est sorti hier dans la journée, où on parle d'un report de la date des obligations de production de certaines déclarations fiscales. C'est un peu complexe comme annonce qui a été faite. Ce que j'en ai retenu principalement, c'est que si vous voulez avoir un peu plus de marge de manœuvre pour déposer les rapports d'impôts, les déclarations de revenus pour l'impôt corporatif, ben vous allez avoir du temps, c'est-à-dire que tout ce qui devient à produire maintenant jusqu'au 31 mai, ben ça pourrait être produit seulement le 1er juin. Donc il y a un délai de production qui permet de reporter ces productions-là au 1er juin. J'ai une énorme mise en garde à vous faire à cet égard-là. C'est que c'est bon pour l'impôt corporatif en général, sauf que si vous avez une demande de crédit d'impôt à faire, ben ça, vous n'avez pas de report. Si vous voulez respecter le timing, vous allez devoir respecter les dates d'échéance qui ont été les échéances normales. Donc, l'annonce de report des obligations de produire des déclarations, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, et je vous le mets encore une fois sous réserve parce que ça nécessite d'être approfondi, mais de ce que j'en ai vu pour le moment, ce report-là vise les déclarations standards, mais il ne vise pas les productions on n'a pas d'exemption pour les productions de demande de crédit, par exemple. Et de toute façon, je vous dirais qu'en lien avec le deuxième élément, on n'a pas intérêt de toute façon à retarder ces productions-là. Parce que l'objectif ici, c'est une source de cash, de ne pas avoir à payer d'impôts ou d'acompte provisionnel maintenant, parfait, c'est une source de cash qui va aider au cash flow. L'autre élément qui peut aider au cash flow, c'est d'aller accélérer le traitement des demandes de crédit. Qu'on parle, par exemple, de demandes de crédit qui sont actuellement en examen. Donc, s'il y avait un examen en cours dans une demande de crédit, il est peut-être opportun de communiquer avec les vérificateurs au dossier pour leur demander si on ne peut pas accélérer le processus pour que le dossier soit conclu rapidement, qu'il soit envoyé rapidement à la cotisation pour que l'émission des remboursements ou l'émission des avis de cotisation qui confirment l'octroi des crédits sorte aussi vite que possible. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est il y a des demandes de crédit qui sont pending, que vous êtes en attente de produire, ben ça mérite d'être produit aussi rapidement que possible. Parce que il n'y a pas de certitude de ce côté-là. Il n'y a pas de confirmation. J'ai pas d'informations secrètes à partager avec vous. Cependant, on peut s'attendre à ce que les autorités fiscales, dans le contexte, fassent preuve d'une certaine et peut-être qu'on leur donne le mandat de faire preuve d'une certaine souplesse dans le traitement des dossiers, qu'on puisse accélérer le traitement des dossiers. Ça s'applique au fédéral, qu'on parle des demandes de crédit de R&D au fédéral, mais ça va s'appliquer aussi aux demandes de crédit qui sont faites au Québec et incluant les organismes sectoriels qui peuvent être impliqués dans le traitement de ces dossiers-là. On peut s'attendre à ce que ces gens-là soient il faut qu'ils se réinstallent aussi, il faut qu'ils se réorganisent pour faire avoir du télétravail qui est effectif, mais on peut s'attendre à ce que ces gens-là vont être rapidement en opération et vont aider à sortir les dossiers rapidement. Même chose au niveau des dossiers qui ne sont pas encore déposés. Je vous invite à ne pas tarder, même s'il y avait eu une prolongation de délai, ce n'est pas intéressant. Vite, il faut que ces demandes-là soient déposées aussi vite que possible pour qu'elles soient rapidement dans le processus. Et, entre-temps, il y a beaucoup d'organisations qui vont être disposées à vous aider en finançant les crédits qui vont être demandés. Soit les crédits pour lesquels vous êtes, ceux qui sont déjà demandés sont peut-être déjà financés, ceux qui vont être demandés ou qui sont en état en traitement ou qui vont être déposés bientôt, n'hésitez pas à regarder au niveau autour de vous les ressources qui sont disponibles. On sait qu'Investissement Québec, BDC, et des entreprises privées qui le font aussi, Finalta le fait, Finalta Capital. Il y a quelques entreprises comme ça qui l'offrent. Donc, allez, vous êtes peut-être déjà familier avec ces mesures-là. Profitez-en. Allez-y au niveau de ces organismes-là pour voir qu'est-ce qui peut être fait pour financer ces crédits-là. Ça va donner une pause au niveau du cash flow parce que vous allez pouvoir toucher de l'argent rapidement.
Troisième item qui est un peu en lien avec le premier. Okay, le report des paiements d'acomptes provisionnels puis d'impôts, ça fait en sorte que, vous avez peut-être déjà fait une série d'acomptes jusqu'à maintenant, puis il est possible. Puis encore une fois, cet élément-là, tout comme le deuxième, c'est une idée qu'on vous propose. C'est que si jamais vous anticipez qu'à la fin de l'année, le montant d'impôt qui sera payable n'est pas à la hauteur des acomptes provisionnels que vous avez fait, vous avez la possibilité, vous avez toujours la possibilité de demander de faire un transfert des montants qui ont été portés au compte d'acompte provisionnel pour le faire transférer vers un autre compte. C'est une possibilité qui existe. Vous pourriez le faire transférer, par exemple, vers les comptes de TPS, TVQ ou vers les comptes de déduction à la source. Donc, si vous anticipez à utiliser avec prudence, je vous invite à être prudent là-dessus parce que, évidemment, si jamais vos acomptes sont insuffisants à la fin de l'année, la conséquence de ça, c'est que oui, non seulement il faut payer le montant, mais habituellement, il va y avoir une charge d'intérêt et de pénalité qui va venir avec ça pour la période pendant laquelle les acomptes sont insuffisants. Donc, il faut faire attention, c'est à utiliser avec prudence. Cependant, si vous êtes assez certain que la situation, que les acomptes excèdent ce qui va devoir être requis de payer, à ce moment-là, n'hésitez pas. Vous pouvez faire ce transfert-là, ce qui va vous éviter d'avoir à faire un déboursement pour faire ces cotisations-là et d'avoir à attendre que les déclarations de revenus soient produites avant de récupérer la partie des acomptes provisionnels qui ont été payés en trop une fois la déclaration de revenus produite, donc dans peut-être 6, 8 mois. Ça dépend de votre date de fin d'exercice. Donc, voilà. Alors, au niveau ce sont les 3 premiers points qui peuvent, pour vous, avoir un effet immédiat avec une valeur relativement élevée à ce stade-ci. Prochaines mesures sont plus du secteur de compétences et d'expertise de mon collègue Pierre-Olivier. Alors, Pierre-Olivier, je te passe la parole. Excellent. Merci, Daniel. Donc oui, comme le mentionnaient mes collègues, on a eu beaucoup d'annonces au cours des dernières semaines. Là. Moi, ce que j'aime à dire, c'est que depuis le budget du Québec du 10 mars, on a un budget par jour depuis 2 semaines. Donc, ça nous donne beaucoup de matière à travailler, puis il y a beaucoup d'aide qui est apportée aux entreprises, mais c'est important de s'y retrouver. Donc, c'est l'objectif de la présentation aujourd'hui, c'est de vous donner un regard stratégique, puis vous aider à attaquer vos problèmes de façon stratégique, comme je viens de le dire, mais aussi avec du focus, en priorisant les aides qui peuvent vous aider à court terme tout d'abord, qui ont un impact important. Dans les 2 programmes là, qui ont retenu beaucoup l'attention, tant fédéral que provincial, bon, il y a le 4e item là, qui est le programme de crédit aux entreprises de BDC et EDC. Ça fait déjà 2 semaines que l'annonce a été faite. Une enveloppe de 10 milliards qui a été dégagée de la part du gouvernement fédéral à cet effet-là. Ça se décline à travers l'offre de la Banque de développement du Canada et de EDC. On y reviendra en détail par la suite, parce qu'on a plus de détails à fournir à ce niveau-là. Mais essentiellement, ce sont prêts, garanties de prêts, qui respectent un peu les missions de ces organismes-là, c'est-à-dire EDC vise davantage à garantir des entreprises exportatrices, alors que BDC vise avant tout les entreprises en général et en croissance. Voilà. Du côté de IQ, on a eu un 2,5 milliards qui a été annoncé là, ça fait une semaine, mais ça semble déjà loin là, avec l'ensemble des annonces qu'on a eues. On est en contact régulier à ce niveau-là. On a déjà des dossiers en cours avec Investissement Québec. Le message qu'on nous lance qui a été communiqué à l'ensemble des entreprises, c'est d'abord de passer par vos banques. Vos créanciers, eux doivent analyser vos besoins de liquidité. Puis, vous pouvez ensuite vous retourner vers Investissement Québec pour faire garantir ce prêt-là. On vise les nouvelles marges, les nouveaux prêts. A priori, pas de refinancement pour un montant de 50 000 $ et plus. On voit des dossiers assez conséquents qui sont présentés en ce moment. Donc, il n'y a pas de limite maximale, mais ce qu'on nous dit comme message de la part d'Investissement Québec, c'est qu'on vise à combler les besoins de liquidité des entreprises pour les 12 prochains mois. Puis on vise avant tout les entreprises qui ont une pérennité puis qui ont une chance de participer à la relance une fois la crise passée.
Donc, c'est les principaux critères. On va y revenir un peu plus en détail par la suite. C'est les deux programmes pour lesquels on va entrer plus dans les détails, comme ils ont retenu beaucoup l'attention. Une mesure qui a retenu un peu moins l'attention, qui a été annoncée de façon un peu plus discrète vendredi dernier de la part du gouvernement fédéral par la bouche du premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, c'est le plan canadien de mobilisation du secteur industriel. C'était peut-être c'est passé sous le radar, mais pour les gens comme moi et mes collègues, ça a vraiment été un coup de tonnerre dans le sens où on mobilise l'ensemble de la boîte à outils du gouvernement, puis la même chose est observée au niveau provincial. Dans la lutte à la COVID-19 de façon à répondre à la crise qui est vécue par les entreprises. C'est-à-dire que l'ensemble des organismes subventionnaires, que ce soit le Fonds stratégique pour l'innovation pour les très grands projets, le Programme d'aide à la recherche industrielle du CNRC, les super grappes d'innovation, Scale AI, qui est basé à Montréal notamment, et l'ensemble des organismes provinciaux aussi. On a vu Prompt, le CQDM, MedTech lancer des appels à solutions de la part des entreprises. Donc, il y a vraiment une mobilisation qui est faite par les gouvernements tant provinciaux que fédéral pour demander aux entreprises qui ont des solutions à apporter dans le contexte de la COVID-19 de présenter des demandes. On nous confirme des processus accélérés pour ces demandes-là. On le vit en ce moment avec nos premiers dossiers qu'on dépose depuis une semaine ou deux. Lorsqu'on est jugé prioritaire, en ce moment, le message, c'est que les eaux peuvent s'ouvrir. Bon, je lance des grosses promesses, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de l'écoute de la part des gouvernements, puis que face à une situation d'urgence, le gouvernement est prêt à prendre des mesures d'urgence. Donc, cette écoute-là peut se traduire par des délais de traitement accélérés, des taux de contribution plus généreux pour des secteurs et des entreprises ou des projets qui sont jugés critiques. Parmi ceux-ci, puis pour vous donner de la visibilité là-dessus, les secteurs qu'on nous dit être critiques en ce moment sont, puis là je vais être un peu, ça va être un peu l'évidence au début, mais quand même ça va vous donner de l'information stratégique pour vous orienter là-dedans. Donc évidemment tout ce qui est la lutte à la maladie, donc les pharma qui développent soit vaccins, traitements, tests de dépistage accélérés, etc., sont jugés critiques pour faire face à la crise. Tout ce qui est médical, donc les équipements médicaux, les entreprises qui retoolent leur production pour faire face aux besoins grandissants en termes d'équipements. Donc, on pense aux respirateurs, aux ventilateurs, même les vestes, les masques, les visières, on en voit beaucoup passer. Mais il y a possibilité de se tourner vers le gouvernement puis de participer à l'effort, puis dans certains cas de bénéficier de certaines aides. Sinon, il y a tout ce qui est la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Que ce soit au niveau agroalimentaire, agriculture. Puis là, je passe beaucoup de temps là-dessus, mais pour moi, c'est vraiment très important parce que ça a passé un peu inaperçu, puis c'est quelque chose où on voit où il y a beaucoup de traction en ce moment. Donc, c'est important pour moi de mettre l'emphase là-dessus. Puis, sinon, dans un second temps, on voit aussi, juste peut-être backtracker là, de 5 secondes, je m'excuse. Dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, il y a aussi tout ce qui est les besoins TI pour la chaîne d'approvisionnement.
Donc, on voit beaucoup de choses en ce moment qui sont déposées, puis pour lesquelles il y a une fenêtre d'opportunité qui va probablement être assez courte, mais pour lequel le timing est très, très pertinent, puis peut jouer en la faveur de beaucoup d'entreprises, notamment toutes celles qui viseraient à répondre aux besoins des détaillants pour le e-commerce. Que ce soit pour implanter des modèles prédictifs pour faire face à la pénurie ou tout simplement structurer nos détaillants pour que ils puissent être pérennes, puis ne pas vivre une compétition déloyale ou simplement une compétition agressive de la part de certains autres détaillants qui étaient peut-être plus prêts à faire face à cette vague de commerce en ligne qui est vécue en ce moment. Dans un second temps, ce qu'on nous dit de la part du gouvernement, c'est que une fois cette crise-là résorbée ou atténuée, il va y avoir une phase de relance où il y a des mesures spécifiques qui vont être mises en place. Mais déjà, on identifie les secteurs qui sont prioritaires. Donc, parmi les secteurs où on pourrait voir une belle écoute, tout ce qui est technologie, les entreprises de haute technologie, les grands manufacturiers innovants, certains secteurs, bon, l'aéro pour ne pas les nommer, tout ça, pourraient participer à des mesures de relance plus conséquentes, puis pour lesquelles il pourrait avoir une belle écoute là, dans ce contexte-là. Donc, ça fait le tour pour moi pour cette mesure-là. C'est une ligne, mais pour moi, c'est un vaste chantier pour l'année à venir. Il y a énormément de choses qui vont tourner autour de ces priorités-là, je dirais. Le contexte a complètement changé en 2 semaines. Rappelez-vous, il y a 2 semaines, on était en plein emploi. On parlait d'automatisation pour aider à faire face aux besoins de main-d'œuvre. Aujourd'hui, j'ai pas vu les derniers chiffres, mais le taux de chômage est complètement différent. Donc, on est ailleurs, on fait face à une crise, puis le gouvernement ajuste ses priorités en fonction de ça. Au niveau de mon dernier bullet, il y a aussi un effort qui est fait par le biais de la financière agricole du Canada pour mettre à la disposition des entreprises, des agriculteurs et le secteur agroalimentaire les crédits nécessaires pour répondre à la demande. Il y a eu un impact drastique pour eux. Les gens font des provisions, vont plus à l'épicerie. Donc, il y a eu une augmentation de la demande. Puis, il doit faire face aussi à des enjeux sanitaires importants. Donc, il y a les crédits qui sont mis à leur disposition pour affronter tout ce phénomène-là. Donc, ce ferait le tour pour les besoins immédiats à valeur plus élevée. Passons aux besoins immédiats qui ne sont pas nécessairement moins urgents, mais pour lesquels la valeur est peut-être moins jouera moins un effet de catalyseur, mais va avoir un effet immédiat quand même important. Daniel, je pense que tu veux parler de la subvention salariale. Oui, je vais juste faire un petit bond ici là-dessus. En fait, cette mesure-là, qui la subvention salariale temporaire pour les petites entreprises, bon, ça ne concerne peut-être que quelques joueurs qui sont avec nous aujourd'hui parce que, premier critère, c'est une mesure qui s'adresse exclusivement aux sociétés privées sous contrôle canadien. Fait, en partant, ça vient de réduire considérablement le nombre d'entreprises qui peuvent être, en fait, au niveau de l'auditoire aujourd'hui, là, qui peuvent être visées. Et par ailleurs, il faut effectivement, comme Julien le mentionnait au début, mais Julien a fait un survol rapide de cette mesure-là, puis il a mentionné pendant son intro que ça ne vise que les sociétés qui sont admissibles à la déduction pour petites entreprises. Donc, pour avoir droit à ça, il faut que le capital imposable utilisé au Canada soit inférieur à 15 millions de dollars. Capital imposable, je vous rappelle, c'est vous avez un fiscaliste sous la main qui peut aller sortir votre déclaration de revenus, aller voir l'annexe 33, il se calcule encore le capital imposable, mais sinon, c'est quoi? Capital imposable, c'est l'équité, les surplus, les réserves, l'avoir des actionnaires et les dettes. Okay? Essentiellement, c'est ce qu'il y a là-dedans. Moins
On peut faire un ajustement là-dessus pour certains placements admissibles qui sont faits. OK, mais de façon générale, on parle essentiellement de la dette et de l'équité. Donc, c'est ce qu'on parle pour avoir. Donc, ça veut dire que si on n'est pas une société privée sous contrôle canadien, on parle de bénéfices. Si on a un capital imposable utilisé au Canada qui est en dessous, toutes les sociétés associées incluses, qui est au-delà de 15 millions, on vient de perdre le bénéfice de la mesure. Et au moment où on a préparé la slide, c'est-à-dire hier, on l'a mise à jour en fait, mais la subvention était au niveau de 10% des salaires. On parlait d'une subvention de 10% des salaires, maximum 1 375 par employé, 25 000 maximum par employeur. Ce matin, l'annonce a été faite que la mesure passe à 75%. Donc, on n'est plus à 10, on est passé à 75%. Sauf que ce que je n'ai pas vu encore, j'ai cherché jusqu'à ce que le webinaire commence pour voir s'il y avait une annonce corrélative pour une augmentation du plafond par employé ou par employeur. Je ne l'ai pas vu. Si quelqu'un a vu quelque chose passer, s'il vous plaît, nous en faire part. Mais pour l'instant, tout ce que j'ai vu comme annonce, c'est une augmentation de la proportion. Mais ce n'est pas, j'ai pas vu de modification apportée quant au plafond par employé ou par employeur. Donc, et ça, c'est effectif maintenant. Donc, ça peut être appliqué dès les prochains, c'est peut-être déjà fait en fait. Puis c'est rétroactif au 15 mars. Là. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est effectif vraiment immédiatement et qui peut être appliqué maintenant. Donc, voilà. Alors, cette petite incursion, parce que dans votre cas, il était placé dans les mesures, oui, immédiates, mais peut-être de moindre intérêt parce qu'il y a probablement plusieurs personnes qui sont sur la ligne qui ne peuvent pas accéder à cette mesure-là. Pierre-Olivier? Oui, donc dans les autres mesures qui sont importantes, que nous, on a vu nos clients s'activer à réclamer, puis je suis certain qu'il y a beaucoup de gens sur la ligne qui vont se reconnaître là-dedans, c'est d'aller bénéficier de l'ensemble des moratoires de paiement et assouplissements des modalités de prêt qui sont actuellement octroyés là, par les différentes institutions. Donc, on a parlé tout à l'heure des impôts et des reports de taxes municipales également. Donc, IQ, BDC, Développement économique Canada, FTQ, Fonds d'action, les banques à charte. Elles ont, chaque entité a un peu ses particularités, mais le fil conducteur là-dedans, je dirais que c'est un moratoire de 3 à 6 mois sur les paiements de capital qui sont faits. Certaines entités vont accepter de capitaliser les intérêts, d'autres non. Il y a beaucoup de cas par cas là-dedans, mais je pense que sur vos devoirs, si ce n'est pas déjà fait, et je suis certain qu'il y a beaucoup d'entreprises pour qui c'est déjà fait, de contacter vos prêteurs pour s'assurer de bénéficier de ces moratoires-là, aider vos liquidités. Ça devrait être une de vos priorités si ça n'a pas déjà été fait. Il y a aussi certains locataires qui acceptent de prendre entente pour reporter le paiement des loyers. Ce n'est pas généralisé, comme ça peut l'être dans le cas des prêteurs, mais c'est des choses qui sont possibles là, en ce moment. Donc, on passe de l'immédiat au plus long terme, en commençant par le long terme à valeur plus élevée. Ce qu'on disait, puis ce que je mentionnais là, au niveau des plans de mobilisation industrielle, va s'appliquer dans une moindre mesure aux programmes plus généraux dans une phase de relance, puis même dans une phase de transformation qui pourrait être mitoyenne là, entre la crise et la relance. Les aides financières qui sont préexistantes, là, donc les programmes qu'on connaît bien, le SR, DEC, Fonds stratégique d'innovation, certains programmes municipaux plus particuliers, sont toujours en vigueur. On peut appliquer il va y avoir un jeu de triage, effectivement, là, comme je disais tout à l'heure, les secteurs plus critiques vont passer en mode accéléré, mais c'est toujours possible de faire ces demandes-là en positionnant évidemment le dossier dans un contexte COVID-19. On ne s'en sortira pas. Il faut absolument adresser ce concern-là, savoir comment on va pérenniser ou s'assurer de passer à travers cette période-là pour en sortir plus fort et quel est le plan de match, le plan d'action pour traverser cette période et ensuite peut-être investir en technologie, en innovation, développer des outils de télétravail, tout ça. Et je vais laisser ça couvre un peu les deux premiers points. Donc, simplement ne pas oublier là, les mesures qui sont préexistantes. Le contexte nous force à gérer à plus court terme, mais dès qu'on aura
plus de visibilité à moyen long terme, il y aura lieu là, de ne pas oublier ces programmes-là. Donc, je vais laisser la parole à Daniel pour les mesures du budget pour lesquelles il y avait des belles annonces, là. Oui, en fait, c'est ça. Merci Pierre-Olivier. Donc, croyez ou non, il y a juste 16 jours, on avait un budget du Québec. Là. On a l'impression que ça fait 3 mois, mais dans les faits, ça ne fait que 16 jours, 16 jours aujourd'hui que le budget du Québec était dévoilé. Donc, tout va très, très vite. Je vais aller rapidement parce qu'on est déjà à 45 minutes de présentation si on veut avoir le temps de passer à travers certaines questions. De toute façon, ces éléments-là, là, on tombe vraiment dans la zone où on est des opportunités ou de la planification à plus long terme. Là. Donc, c'est des choses qu'on peut commencer à penser à mettre en place maintenant, mais on est moins dans les médias. Donc, passons plus rapidement, mais mentionnons-les quand même. Okay? C'est important, il faut se positionner maintenant pour chacun de ces éléments-là. Donc, dans le budget, on avait un budget qui a été le fruit d'une vague de consultation que le ministre des Finances a fait et qui est beaucoup, beaucoup orienté sur augmentation de productivité, compétitivité des entreprises québécoises. Okay? Le budget du fédéral, on va le savoir bientôt, mais pour l'instant, le budget du Québec, c'est un budget qui était très proactif, très généreux. Donc, on a première grosse annonce, c'est la première, si vous allez voir les renseignements du budget, c'est la première qui est dans la liste, c'est le crédit d'impôt à l'investissement et à l'innovation, le C3I. Ça remplace l'ancien crédit d'impôt à l'investissement qui existait depuis plusieurs années, qui venait à échéance en 2023, mais qui n'avait, à part pour une petite fenêtre d'opportunité, là, vous vous souvenez, entre le 15 août et le 31 décembre 2019, cette mesure-là n'existait plus dans le sud du Québec, région de Montréal, parce que on avait un taux effectif de 0%, ce qui faisait en sorte que la mesure existait sans taux de crédit pour cette région-là. Donc là, elle a été réintroduite un certain temps et maintenant, elle est abandonnée pour être remplacée par une nouvelle mesure qui reprend les principes qui étaient applicables auparavant. Donc, on est encore en manufacturier, en équipement manufacturier, catégorie 53 au fiscal, les ordinateurs et logiciels d'exploitation, catégorie 50 au fiscal, mais là, on y a ajouté une autre composante qui est les logiciels de gestion. Donc, ce qui pouvait donner droit, les acquisitions qui pouvaient donner droit à un petit crédit admissible seul pour les petites entreprises jusqu'à concurrence de 50 000 maximum, c'est aboli et c'est remplacé par cette mesure-là qui, elle, va donner droit à un crédit d'impôt qui va varier entre 10 et 20 des investissements admissibles qui sont réalisés dans une des catégories que je vous ai nommées. Et Région de Montréal, on parle d'un crédit de 10 qui va être remboursable si nos actifs, sociétés associées inclus à la fin de l'imposition précédente, étaient de 50 millions ou moins. Et à partir de 50 millions jusqu'à 100 millions d'actifs, mais là, le taux de remboursabilité va diminuer jusqu'à devenir le crédit va devenir non remboursable à partir de 100 millions d'actifs. Donc, bref, il faut se préparer maintenant. Il y a des investissements qui peuvent être financés par des programmes essor et autres programmes dont Pierre-Olivier a mentionné, mais ça aussi, ça s'ajoute. La partie non subventionnée, ben, elle va être admissible à cette mesure-là qui peut donner jusqu'à 10, 15 ou 20 dépendant d'où vous êtes. Deuxième élément, déduction incitative pour la commercialisation des innovations. Là, on parle de long terme. Cette mesure-là va entrer en vigueur pour 2021 seulement. Et là, on va donner aux contribuables qui vont faire la commercialisation de propriétés intellectuelles développées au Québec, détenues au Québec, on va leur donner le bénéfice d'un taux d'imposition provincial de 2 Donc, on diminue considérablement le taux d'imposition. Puis pour les grandes entreprises, on s'entend que le taux d'imposition à 11,5 du Québec, actuellement, ben, il va baisser à 2 aussi pour les revenus tirés de la commercialisation des innovations, des commercialisation des innovations développées au Québec. Donc, ça aussi, puis ça, il faut se positionner maintenant pour déterminer quelles sont les propriétés intellectuelles qui vont devenir admissibles à cette mesure-là et comment cette commercialisation va être faite. Donc, c'est le temps de se positionner parce que 2021, ça commence. Donc, ça, c'est dans les mesures à long terme qui peuvent avoir quand même passablement de valeur. Long terme, tout court. Bon, dans le budget toujours, il y avait un crédit d'impôt capital synergie qui était annoncé où là, on accordait aux entreprises qui vont faire des investissements en équité dans d'autres entreprises dans un contexte de synergie. On accorde un crédit d'impôt qui peut aller jusqu'à 225 000 par année pour l'entreprise qui effectue l'investissement. Donc, on encourage les entreprises à investir et on apporte de la liquidité pour les entreprises qui, elles, sont en développement principalement pour leur permettre d'aider et de poursuivre leur expansion et peut-être permettre éventuellement des arrivages stratégiques. Donc, voilà. Refinancement de dette, c'est une option qui est toujours sur la table. Et le dernier point que je voudrais couvrir ici, c'est les planifications fiscales diverses. Je vous parlais tantôt de transférer des acomptes provisionnels, mais il existe plein d'autres options pour tirer profit
à long terme de la situation. Gel-regel, par exemple. Une entreprise qui a subi une importante perte de valeur pourrait, dans le contexte actuel, dès que la reprise va commencer à se faire sentir, procéder, en fait, elle peut se positionner maintenant pour éventuellement procéder à un nouveau gel qui va avoir comme effet, par exemple, de reporter l'imposition de la valeur, du gain de valeur, parce que quand la reprise va être là, et elle va être là dans une question temporaire, quand la reprise va se faire sentir, ben, le gain qui va être fait pendant cette reprise-là va pouvoir être repoussé sur une période qui peut aller jusqu'à 20-21 ans. Là. Donc, on reporte ou, en fait, on peut le diffuser, avoir un moins grand impact fiscal en faisant une nouvelle, en revoyant, en faisant un gel ou en faisant un nouveau gel. Report de perte avec accélération. On a toujours la possibilité de, si on est dans un contexte où on peut, par une réorganisation, créer une fin d'année réputée très rapidement, de générer des pertes immédiatement qui peuvent être reportées dans le passé pour récupérer de l'impôt payé. C'est une stratégie qui peut exister. Donc, il y a des options qui peuvent exister en accélérant, je vous dirais, ces effets fiscaux-là. Et l'immigration. Vous avez un dirigeant d'entreprise propriétaire dirigeant qui avait l'intention de toute façon de quitter le Canada pour s'établir ailleurs. Comme au moment où il quitte le Canada, il a une disposition réputée de ses actifs à ce moment-là. Puis si les actifs ont beaucoup baissé maintenant, c'est peut-être le moment de le faire. S'il veut le faire, c'est peut-être le moment de passer à l'action. S'il a le droit de sortir de chez lui, évidemment, on s'entend. Donc, c'est peut-être le moment de passer à l'action pour pouvoir, parce que là, il y a une situation fiscale avantageuse. Bref, plein d'options comme ça. Ça, c'en est quelques-unes que je vous ai listées, qui sont des éléments immédiats, mais il y a plein d'options comme ça qui peuvent exister pour faire une planification, pour bonifier la situation à long terme. Pierre-Olivier, veux-tu prendre quelques minutes pour rapidement passer BDC et EDC ou si on laisse les gens, on donne accès à ça de toute façon? Je vais survoler rapidement, là, peut-être pour les principaux paramètres, simplement pour donner un ordre de grandeur, là, le temps file, puis je pense que ce serait important d'avoir quelques questions. Donc, BDC, je crois que j'ai vu passer la question tout à l'heure, là, on va y revenir. Mais c'est une question qui nous avait été posée aussi dans un autre webinaire, donc je veux juste pas la laisser de côté. Le message qu'on nous indique, le message qu'on nous donne, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de discrimination en fonction de l'actionnariat, que ce soit étranger ou canadien. Mais il faudra voir comment ça se traduit dans l'analyse des dossiers là, au fur et à mesure que ceux-ci sortent de la machine. Mais a priori, le message qu'on a, c'est que c'est assez agnostique au niveau de l'actionnariat. La BDC vise des prêts relais, des bridge loans de jusqu'à 2 millions. Ils donnent déjà des moratoires de capital sur les prêts qui sont déjà consentis à leurs clients. Puis on comprend que ces prêts-là, ces nouveaux prêts à relais, pourront faire l'objet d'un moratoire de capital de 6 mois également. Vous avez les principaux paramètres qui sont listés ici. EDC vise davantage des garanties de prêt jusqu'à 5 millions. Les paramètres sont moins définis pour les programmes d'EDC, mais ce qu'on nous dit, c'est qu'ils visent à supporter les entreprises qui, évidemment, font partie de leur mission d'organisme, c'est-à-dire sécuriser les entreprises qui veulent faire affaire à l'étranger. On comprend que le contexte est plus difficile, mais le commerce et les frontières sont toujours ouvertes pour le commerce. Donc, le transport des biens continue. On aura peut-être plus peur au niveau de la chaîne d'approvisionnement avec des faillites puis des non-paiements, donc d'avoir des garanties à ces effets-là, que ce soit sur les défauts de paiement ou certains contrats, ça pourra faire une différence pour les entreprises qui sont en affaires à l'étranger. Donc, je vais passer à IQ. J'ai donné un peu plus d'informations tout à l'heure sur Investissement Québec, donc je vais passer plus rapidement. Mais essentiellement, on vise des prêts garantis de prêt. On doit passer par les institutions financières, minimum 50 000 pas de cap a priori. On vise les besoins de flux de trésorerie des 12 prochains mois. On doit présenter des cash flows sur les 3 prochains mois, mais on pourrait nous demander aussi davantage d'informations financières, là, évidemment. Mais a priori, la grande différence par rapport aux demandes de financement qu'on fait régulièrement, c'est que les flux monétaires deviennent critiques là, dans l'analyse des dossiers, puisqu'évidemment, ce sont des programmes de fonds de roulement qui visent à supporter l'entreprise au niveau de sa trésorerie.
au niveau des facteurs de succès, puis là, je concède que c'est un peu self-serving, mais on croit en notre service, donc on le met de l'avant. Préparer son dossier. Il va y avoir énormément de volume de la part des administrateurs. Puis, nous, on est en discussion avec eux pour savoir comment on peut gagner du temps, comment on peut optimiser la préparation de nos dossiers pour que ce soit le plus facile à traiter pour eux. Donc, d'arriver préparé avec un dossier qui va être facile à traiter dans un format professionnel peut faire une différence, là, particulièrement au niveau de la rapidité avec laquelle le dossier va être traité. Puis il y a des points qui sont plus particuliers à COVID-19 qui doivent être inclus là, par opposition au contexte d'affaires plus régulier au standard. Donc, démontrer les démarches qu'on a entreprises pour faire face à la crise, outre le fait de solliciter ces prêteurs-là. Donc, toutes les démarches qu'on peut avoir prises pour réduire nos coûts d'opération, faire face aux besoins au niveau de la main-d'œuvre, l'ensemble démontrer qu'on a sollicité l'ensemble de notre écosystème d'affaires pour remédier à la situation, aller chercher tous nos moratoires, toutes ces choses-là. Donc, de montrer qu'on a été proactif peut faire une différence. Puis de démontrer aussi l'impact de COVID-19. C'est des programmes qui visent à supporter les entreprises dans le cadre de cette crise-là. Donc, il faut démontrer l'impact de COVID-19 et aussi démontrer que la situation de trésorerie a des besoins qui ne sont pas préexistants à cette crise-là. Donc, on nous dit les entreprises qui allaient déjà mal et qui vont plus mal dans le cadre de COVID, c'est moins pile dans l'objectif. On vise à supporter les entreprises qui sont impactées, qui étaient en bonne santé avant COVID-19 et qui ont une chance raisonnable de traverser cette crise-là et de participer à la relance. Puis de surtout pas hésiter à coordonner les plans d'aide. On nous dit de la part d'Investissement Québec, de la Banque de développement du Canada, d'EDC, qui vont être très sensibles à la façon dont on coordonne nos efforts avec l'ensemble des joueurs. Donc, de ne pas solliciter simplement une entité, peut-être en passant par l'entité avec laquelle on est la plus familière, mais de coordonner nos efforts avec l'ensemble des joueurs. Donc, Julien, Alexandre. Tout à fait. On passe maintenant à la période de questions, je crois. Je ne sais pas si Alexandre... Oui, peut-être dire quelques mots. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Oui. Alors, écoutez, merci à tous les trois. Donc, Pierre-Olivier, Daniel et Julien pour la présentation. Donc, c'est assez massif comme contenu, hein, encore une fois, pour reprendre un peu l'expression de Pierre-Olivier, c'est quasiment un budget par jour là, qu'on a vu depuis les 2 dernières semaines. Peut-être 2 points. On avait pas mal de questions sur la disponibilité de la présentation en anglais. Donc oui, pour ceux et celles qui le désirent, on aura une version en anglais qui va être disponible. On enverra à tout le monde une version enregistrée par courriel aux participants du webinaire. Et le second point, c'est qu'il y a certaines mesures, notamment au fédéral. On peut parler de la subvention salariale en particulier, qui n'est pas disponible pour les filiales internationales, les filiales étrangères. C'est un point qu'on a adressé avec le cabinet de Mélanie Joly. Donc, on fait présentement à Montréal International des représentations auprès du fédéral, justement, pour élargir la mesure. Maintenant, on sait que ça bouge quand même pas mal. Juste ce matin, la mesure a monté à 75%. Donc, on est assez optimiste là, pour que ça puisse bouger. Mais on est présentement là-dessus. Donc, dès qu'on a du nouveau de la part du fédéral, là, on pourra vous informer, là, on pourra vous donner des informations plus à jour là-dessus. Donc, voilà. Je pense qu'on peut passer aux questions. Oui. Alors, première question qui nous a été transmise. Écoutez,
concernant les règles concernant les résidents temporaires avec permis fermé, on va vous revenir là-dessus parce que celle-là, honnêtement, à moins que Pierre-Olivier, Julien, vous ayez une réponse, mais moi, Non, on a une équipe spécialisée dans les mesures à l'emploi, puis on sait que c'est critique pour plusieurs entreprises, mais on les réfère justement à notre équipe qui est dédiée à ça. Ils ont une connaissance plus fine de ces mesures-là, puis sauront mieux vous guider, là. Donc, c'est des choses sur lesquelles on peut vous aider, mais malheureusement, en ligne, le corps de notre pratique, ce n'est pas ça. Exact. Puis je ne suis même pas sûr que les paramètres existent non plus. Ils n'ont peut-être même pas été annoncés jusqu'à ce niveau de détail-là. C'est ce que j'allais mentionner. Si les paramètres sont connus puis on les obtient, évidemment, on vous les enverra par courriel autrement. Oui, exact. Deuxième question. En fait, le 10% de subvention de salaire est devenu 75%. On ne sait pas encore, mais on m'a écrit, M. Geoffrion m'a écrit en me disant que pendant que c'était connu lundi, je pense que lundi, les détails vont être annoncés. Je pense que si c'est à ça que ça référait, ça ferait du sens aussi que ce ne soit pas annoncé cet après-midi. Donc, à suivre, si effectivement il va y avoir une augmentation du maximum par employé. Ensuite, juste une seconde. Pour ce qui est des mesures qui s'appliquent qu'aux entreprises du contrôle canadien, en ce qui concerne les mesures fiscales, s'il y avait une application limitée aux sociétés sous contrôle canadien, je l'ai précisé, c'est le cas de la subvention salariale, mais les autres, rapport d'impôt, tout ça, rapport de production, je ne pense pas qu'il y ait des restrictions particulières aux sociétés qui sont pas sous contrôle canadien. Peut-être que je peux ajouter un point là-dessus, Daniel. Au niveau des mesures d'aide directe, normalement, c'est assez agnostique au niveau de l'actionnariat. Il y a peut-être le programme du pari qui privilégie de façon plus naturelle, là, je dirais, les entreprises canadiennes, puisque dans leurs critères d'analyse, ils ont les retombées au Canada. Mais c'est pas quelque chose d'impossible d'aller chercher de l'aide à ce niveau-là non plus. Si on est capable de répondre aux critères du programme. Excellent. Donc, subvention salariale temporaire disponible pour les sociétés canadiennes du contrôle étranger, non, mais Alexandre nous disait que c'est un sujet qui est en développement au moment où on se parle. Juste une petite seconde. Ça pour toi, Pierre-Olivier, donc les mesures de souplissement relatives aux prêts en cours avec Investissement Québec? A priori, avec IQ, je crois que c'est le capital. Il faudrait que je revalide dans notre chart parce que là, on a comme listé les 12 institutions avec lesquelles on fait affaire, puis chacune a ses particularités. Le moratoire de 6 mois sur les remboursements de capital, ça c'est certain. Au niveau de l'intérêt, il faudrait que je revalide. C'est un peu du cas par cas. Puis bien honnêtement, il y a de la flexibilité, là, même des institutions financières avec lesquelles on voyait peu d'ouverture. Certains de nos clients réussissent à bénéficier d'intérêts capitalisés là, puis de moratoires. Donc, mon message, c'est puis c'est un conseil que je donne généralement dans ce que je fais, là, ne négociez pas avec vous-même, négociez avec votre partenaire d'affaires. Donc, ne vous pénalisez pas d'emblée, demandez-le. Excellent. Savoir si un report de paiement de la TVQ est envisagé. Un moyen simple d'assurer du cash, je suis d'accord. Cependant, puis en fait, non, je m'engagerai pas à payer une bière à quelqu'un si jamais ça change, mais je doute que ce genre de choses-là, je doute que ces choses-là changent. Les entreprises agissent comme des fiduciaires pour le gouvernement pour transiter des sommes en termes de taxes à la consommation. Même chose un peu pour les DAS. Donc, je soupçonne que non, je ne pense pas qu'il va y avoir de report de paiement de TPS, TVQ, à moins que quelqu'un puisse me... Daniel, je pense que tu as tout à fait raison pour les sommes qui sont perçues par les entreprises en fiducie et qui doivent être remises. Cependant, là, le gouvernement a annoncé aujourd'hui dans les annonces de ce matin qu'il allait retarder le paiement de TPS, TVH sur les importations pour les entreprises, donc les CTI, RTI qui sont... puis là, il faut voir si le Québec va s'harmoniser. Là, j'ai pas vu ça passer non plus. Là. Jusqu'au mois de juin. Donc, c'est partiel, c'est pas complet, mais lorsqu'on aura le détail, pour l'instant, ça tient sur une ligne, on pourra le communiquer. Okay, oui, effectivement, mais je doute que ça soit appliqué à large, mais on verra. Tant mieux si je suis pris en défaut. Prêt garanti par Investissement Québec, demande-t-il des garanties personnelles ou autres?
Il faudrait que je revalide. A priori, je pense que les conditions de financement vont être propres à chaque entreprise. Et je peux pas répondre. Je pense que ça va être du cas par cas. OK, excellent. Ça ferait le tour des questions. Juste une petite seconde. Je ne suis pas sûr que celle-là existe un programme particulier par rapport à un autre qui se prête bien pour aider les entrepreneurs à payer leur loyer. Niveau fiscal, moi, je connais rien. Pierre-Olivier? Écoute, faudrait voir. Écoute, c'est un peu farfetch là, comme réponse, là, mais il y a peut-être de la flexibilité avec la ville de Montréal. Je sais qu'il y a certaines industries un peu délaissées qui font l'objet d'un fonds d'urgence. Le montant n'est pas astronomique là, si on le compare aux aides fédérales puis provinciales qui se comptent en milliards, là, mais je sais que la ville de Montréal a mis un fonds d'urgence de 5 millions justement pour aider certaines industries, là, notamment les industries créatives et tout ça. Donc, a priori, c'est moins dans la cible, mais il y a peut-être des mesures accessoires là, qui ont passé un peu plus inaperçues qui pourraient aider les entreprises là, selon l'entreprise en question. Puis on a beaucoup de demandes à cet effet-là et c'est pas un cas qui est actuellement réellement supporté. Je sais que les locataires tentent de négocier des ententes particulières avec le real estate pour s'en sortir. Mais ça, c'est peut-être un point qui va être adressé plus tard. Ouais, surtout dans la mesure où il y a beaucoup d'entreprises qui ne peuvent pas accéder à leur ou du moins qui ne peuvent pas opérer de façon normale. Je comprends. Exact. Ça ferait le tour des questions qui ont été posées. Donc, il y en avait quelques-unes qui étaient auxquelles on a déjà répondu. Donc, normalement, il y a une dernière. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question, Alexandre? Oui, c'est bon. OK, la BDC dit que les délais d'approbation ont au moins doublé. Est-ce normal? Pierre-Olivier, toi, as-tu découvert ça là-dessus? En fait, moi, les échos que j'ai de la BDC, c'est que il y a un volume de dossiers important, donc j'apprends rien à personne avec ça. Mais peut-être mes trucs à ce niveau-là. Si vous êtes déjà client de la BDC, passez par votre directeur. Là. Ça semble évident, là, mais votre directeur de compte, lui, privilégie normalement ses clients. Si c'est pas le cas, si vous n'êtes pas déjà client de la BDC, passez par votre banque ou par Investissement Québec si vous avez déjà des relations avec Investissement Québec. Eux, à la fois BDC et IQ vont privilégier les dossiers référés. Donc, passez par ces canaux de communication-là. Sinon, assurez-vous d'avoir un dossier bien monté. De façon très, très pragmatique, la personne qui reçoit un dossier facile à traiter dans un contexte où il y a beaucoup de volume va peut-être être tentée de le mettre sur le haut de la pile puis de le sortir rapidement, plutôt qu'un dossier où il va avoir beaucoup de back and forth, puis pour lequel il ne voit pas de réponse à court terme. Là. Donc, ce seraient mes 3 conseils à ce niveau-là. Mais j'ai pas eu la donnée. Est-ce que le temps d'approbation a doublé, triplé? Je peux pas dire. Mais je peux vous donner des ingrédients pour vous aider à optimiser vos chances d'avoir une réponse rapide. Oui, c'est certain qu'on doit s'attendre aussi. Comme il y a une facilité puis une priorité qui est accordée aux dossiers qui sont déjà clients de la BDC, par exemple, les dossiers qui ne leur sont pas connus, qui ne travaillent pas déjà avec la BDC, vont probablement avoir un temps de traitement qui peut être un peu plus long compte tenu de la charge totale qu'ils ont à traiter. Oui, c'est sûr, avoir un historique dans l'organisation, ça aide à traiter le dossier plus facilement. Exact. Particulièrement dans ces circonstances-ci. Ça, c'est pas nécessairement une question de préférence, c'est une question ils connaissent mieux le risque lié à l'entreprise de par l'historique et tout ça. Là. Exact. Parfait. Écoutez, messieurs, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps justement de présenter tout ça. C'est quand même un sujet assez touffu. Et puis, pour les participants, merci. Merci d'avoir accepté d'être avec nous cet après-midi. Et puis, continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y aura d'autres webinaires, d'autres sujets qu'on va traiter. Et n'hésitez pas non plus à nous conseiller ou à nous suggérer des sujets justement à aborder là, dans le cadre de ces activités pendant la pandémie. Donc, encore une fois, messieurs, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci tout le monde. Bonne journée.
Bonne Au journée. revoir.